Louganis est une grand-mère comme on n'en fait plus. Elle tricote elle-même les pulls que portent ses petits-enfants. Et ils sont 6, ses petits-enfants. Par ailleurs, elle cuit son pain, et bien que sa fille lui ait offert une machine, elle s'obstine à laver son linge à la main. Oui, elle n'a pas trop confiance dans tous ces ustensiles modernes. Sylvia Louganis vit dans la banlieue de New York. Elle a un canari, un chat, un poisson rouge et un mari. Ils se sont rencontrés tous les deux il y a plus d'un demi-siècle. C'était à la sortie des années d'études et 2 garçons se disputaient sa main. Finalement, Sylvia a choisi Paul Louganis quand elle a appris que son autre prétendant, Peter Warhol, comptait aller vivre à Hong Kong. Bon, finalement, elle n'est pas trop mal tombée. Paul est un râleur, c'est vrai, et il a pas mal d'autres petits défauts, mais dans le fond, c'est un brave homme. En 50 ans de vie commune, ils ont bien sûr connu quelques chamailleries, mais jamais de disputes graves. Bref, Sylvia est une femme exemplaire. Elle ne boit pas, elle ne fume pas. Et pourtant, il y a une petite part de sa vie que personne ne connaît, pas même son mari. Et pour cause, si Paul découvrait son secret, il risquerait d'avoir une attaque. Voilà. Après avoir vécu à Hong Kong, Peter Warhol est revenu à New York et, à l'insu de Paul, il a retrouvé Sylvia. Ils ont commencé à se voir en cachette. Or, c'est une relation purement amicale, car Sylvia est aussi fidèle qu'au premier jour de son mariage. Pourtant, si Paul apprenait la vérité, il s'imaginerait aussitôt que sa femme le trompe. Depuis 25 ans, tous les samedis, Sylvia quitte son appartement en disant à Paul qu'elle va chez son amie Carole sur la 5e avenue afin de jouer au bridge. En fait, cette pauvre Carole est morte depuis belle lurette. Après être sortie de chez elle, Sylvia prend un autobus qui l'amène à Brooklyn, où habite ce vieux brigand Peter Warhol. Là, ils parlent tous deux du bon vieux temps pendant des heures et des heures. Ce samedi-là, Sylvia sort de l'appartement de Peter. Le soir commence déjà à tomber. Sylvia se dirige vers l'arrêt du bus qui la conduira chez elle. Soudain, à un carrefour, une voiture freine brutalement. « Bizarre, » se dit-elle, « le feu est vert. » Comme elle est d'un naturel curieux, elle s'approche et alors, du côté du passager dans cette voiture, elle voit une jeune fille qui pleure. La gamine lève les bras pour se protéger. À côté d'elle, le conducteur lui donne de grands coups de poing. Il a l'air fou furieux. Juste au moment où Sylvia va atteindre la voiture, celle-ci redémarre. La jeune fille est évanouie. Malheureusement, la vieille dame n'a pas d'assez bons yeux pour lire le numéro de la plaque minéralogique. Et il n'y a personne aux alentours qu'elle pourrait prévenir. Elle rentre donc chez elle avec la ferme intention d'avertir la police. Elle pourra au moins donner le signalement du conducteur et de sa passagère. Qui sait, ça facilitera peut-être l'enquête. Alors qu'elle arrive près de sa maison, Sylvia s'arrête brusquement dans la rue. Mais si je leur dis ce que j'ai vu, il faudrait que j'avoue que j'étais à Brooklyn. Et Paul l'apprendra forcément. De fil en aiguille, il découvrira que je vais voir Peter tous les samedis. Oh, mon Dieu. J'aurais beau lui dire que Peter est juste un ami, il imaginera le pire. En plus, le médecin m'a dit de lui éviter toutes les émotions fortes. Son pauvre cœur n'est pas en très bon état. Eh bien, lui dit Paul sur le pas de la porte, c'est à cette heure-ci que tu rentres. Si tu veux mon avis, tu devrais consacrer un peu moins de temps à ton bridge et puis un petit peu plus à ton vieux mari. Oh, Paul, tu vas pas encore râler. Je sors juste un après-midi par semaine. Tu vas pas me le reprocher. Je te reproche rien. Je suis inquiet, c'est tout. Les rues de New York sont pas sûres à la nuit tombée. Si t'était arrivé quelque chose, hein? Vieux fou, répond-elle en l'embrassant. Arrête donc de dire des bêtises et mets plutôt le couvert. En entrant dans le salon, elle jette un coup d'œil au journal. Elle met ses lunettes parce que la photo de la première page lui dit quelque chose. Mon Dieu! Mais c'est la jeune fille qu'elle a vue dans la voiture. Sylvia déplie le journal en tremblant et lit « Cécile Barton, une jeune étudiante de l'Université de Columbia, a disparu depuis 2 jours.
Ni ses parents, ni ses professeurs ne l'ont revue depuis jeudi. A-t-elle fait une fugue? A-t-elle été kidnappée? Pour l'instant, personne ne s'est manifesté et les enquêteurs ne disposent pas de la moindre piste. Sylvia repose le journal et s'effondre dans un fauteuil. Maintenant, il faut qu'elle appelle la police. Elle n'a plus le choix. Tant pis si ça doit porter un coup terrible à Paul, la vie d'une jeune fille est en jeu. Tandis qu'elle ressasse ses pensées, Paul met la table. En passant, il allume la télévision. Au moment où Sylvia se prépare à tout lui dire, elle entend les titres du journal de la soirée. Elle tourne la tête vers l'écran. Le speaker annonce: football, championnat des États-Unis. L'équipe des Taureaux sauvages de Chicago a battu facilement les Tigres flamboyants de Denver. Politique, le sénateur Kennedy annonce qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles. Fait divers. Nous apprenons à l'instant le dénouement tragique d'un horrible kidnapping. La jeune Cécile Barton, âgée de 20 ans, a été retrouvée morte dans un parking de Brooklyn. Cécile Barton avait disparu depuis 3 jours. D'après la police, ce crime est certainement l'œuvre d'un sadique. Le lendemain et les jours suivants, elle achète tous les journaux du matin et tous les journaux du soir. Elle regarde aussi toutes les informations à la télévision. Elle a hâte que le criminel soit arrêté. À cet instant seulement, elle pourra avoir la conscience tranquille. Paul est étonné de la voir si tendue, si nerveuse. Le soir, elle allume la radio pour écouter encore les derniers développements de l'affaire. « Il faut dormir !» lui dit Paul. « Tu es épuisé. Éteins-moi cette radio, tu veux ?» « Non, Paul, je n'ai pas sommeil. La radio me tient compagnie. » Enfin, un matin, tandis qu'ils prennent leur petit déjeuner, Paul soupire. « Ah, ça y est, ils ont enfin trouvé la crapule qui a fait ça. » Paul est en train de lire un article dans le journal. Sa femme demande d'une voix tremblante: « Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, Paul? De quoi tu parles? » Eh ben, l'affaire Barton, ma chérie. Ils ont mis la main sur le type qui l'a tué. Sylvia sent un immense soulagement l'envahir. Elle essaie d'attraper le journal de son mari pour lire elle-même l'article, mais Paul s'accroche à son journal en riant. « Chacun son tour, ma chérie. Je te le passerai dans un instant. » D'accord, mais sois gentil. Lis-moi ce qu'ils disent sur l'assassin de cette petite Cécile Barton. Paul ajuste ses lunettes, se racle la gorge et commence à lire à haute voix. Le coupable se nomme Eric Sanders. C'est un petit truand qui était déjà recherché pour une dizaine de vols. Il n'a pas encore avoué, mais il y a contre lui plus que des présomptions. C'est dans sa voiture qu'a été retrouvée Cécile Barton. De plus, plusieurs étudiants affirment l'avoir vue rôder près de l'université le jour où la jeune fille a disparu. Eric Sanders est un homme grand et chauve, âgé de 42 ans. Comment? S'écrie Sylvia. Mais elle a failli crier. Elle a failli crier, mais ce n'est pas lui. Elle s'est retenue au dernier moment. Pourtant, elle en est sûre, l'homme dans la voiture n'avait pas plus de 30 ans et il avait des cheveux noirs frisés. Pas de doute, les policiers sont en train de commettre une erreur. Je suis la seule à pouvoir empêcher cela, se dit Sylvia. Si je ne parle pas, ce pauvre Eric Sanders va payer pour un crime qu'il n'a pas commis. La semaine qui suit est particulièrement éprouvante pour Sylvia. Elle espère que les policiers vont s'apercevoir tout seuls de leur erreur. Avec un peu de chance, ils vont mettre la main sur le véritable assassin et ainsi, elle n'aura pas besoin d'intervenir. Car, pour comble de malchance, Paul est très fatigué ces temps-ci. Son cœur le fait souffrir et il a besoin du calme le plus complet. Si je parle, se dit Sylvia, si Paul apprend que j'étais avec Peter ce jour-là, il en mourra. Aussi, elle décide d'attendre. Si la police persiste dans son erreur, il sera toujours temps de dire ce qu'elle a vu une fois que Paul ira mieux. Eric Sanders est bientôt inculpé pour le meurtre de Cécile Barton. Il a beau nier, les faits sont contre lui.
Selon les chroniqueurs judiciaires, l'affaire s'engage plutôt mal pour Eric Sanders. Steve Thomas a beau déployer tout son talent, il n'arrive pas à convaincre le jury de l'innocence de son client, d'autant que celui-ci se montre sous un jour détestable, interrompant sans cesse les débats pour crier « Je suis innocent, je suis innocent !» Bref, après seulement 20 minutes de délibération, Eric Sanders est déclaré coupable et condamné à passer sur la chaise électrique. Sylvia apprend cette nouvelle avec consternation. Lorsque le speaker à la télévision annonce la condamnation de Sanders, elle éclate en sanglots. « Allons, allons !» lui dit son mari en la prenant gentiment dans ses bras. « Tu es trop sensible, ma Sylvia chérie. Ce garçon n'a que ce qu'il mérite. » Sylvia se demande alors si elle ne peut pas sauver Sanders sans se compromettre. Par exemple, en envoyant une lettre anonyme à la police. Mais elle sait bien qu'il en faudra plus pour éviter à cet homme la chaise électrique. Elle continue à lire les journaux en espérant apprendre que le gouverneur accorde à Sanders un sursis. Mais rien n'arrive. Au contraire, un matin, elle voit un entrefilet au bas de la page fait divers qui dit « Le gouverneur a refusé d'accorder sa grâce à Eric Sanders, le meurtrier de la jeune Cécile Barton. L'exécution de Sanders aura donc lieu cet après-midi à la prison d'État de New York. » Cette fois, se dit-elle, il faut que j'avoue mon secret. Tant pis si ça fait de la peine à Paul, je n'ai plus le choix. Elle ferme les yeux. Elle imagine déjà les gros titres des journaux demain. Eric Sanders innocenté par une vieille dame qui rentrait de chez son amant. Après cet aveu, les amis de Sylvia se détourneront d'elle. Peut-être même que sa famille l'abandonnera. Elle aura beau dire que Warhol est juste un ami, personne ne voudra la croire. Tant pis. Elle doit faire son devoir. Il est midi. Sylvia est entrée dans la prison et a demandé à parler au directeur. Elle s'est assise dans le couloir pour attendre. Soudain, elle voit passer un prêtre en soutane. Qu'est-ce qu'un prêtre peut bien faire ici? Oui, se dit-elle, c'est sans doute l'aumônier de la prison. Alors il lui vient une idée. Elle se lève brusquement et marche vers le prêtre. Mon père, j'ai vu l'assassin de la petite Barton. Et ce n'est pas Sanders. L'homme qui était avec Cécile Barton ce jour-là avait à peine 30 ans. Et de plus, il n'était pas chauve, il avait des cheveux noirs, frisés. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à la police, ma fille? Je n'ai pas osé, mon père. Il faut vous dire que ce jour-là, mon mari ignorait que je me trouvais à Brooklyn. J'étais allé voir un ami. S'il l'apprenait, mon époux serait sûr que c'est mon amant. Mais c'est faux, c'est juste un camarade, je le jure. Je vous crois, mon enfant, mais ne jurez pas, je vous prie. Bien, maintenant, nous devons sauver ce malheureux Sanders, c'est le plus important. Il doit être exécuté dans 1 heure. Le directeur est déjà sur place dans le quartier de la mort. Je vais aller le trouver avec vous et je lui dirai que vous m'avez donné la preuve que Sanders est innocent. Malheureusement, je crains que ma parole ne lui suffise pas. Dans ce cas, vous serez obligé de répéter tout ce que vous m'avez dit. Votre mari en souffrira, mais avec l'aide de Dieu, vous traverserez cette épreuve. Sylvia hoche la tête tristement. Elle se redresse et suit le prêtre à travers les couloirs de la prison. Enfin, après avoir marché un long temps, ils arrivent devant une lourde porte de fer qu'un gardien leur ouvre. Ça y est, ils sont dans le quartier de la mort. Le directeur vient à leur rencontre. « Bonjour, mon père, que puis-je faire pour vous ?»« Bonjour, monsieur le directeur. C'est aujourd'hui que Sanders doit être exécuté, n'est-ce pas ?» Oui, mon père, les gardiens en sont tournés. Depuis qu'il est ici, il ne cesse de répéter qu'il est innocent et tout le monde finit par le croire. Enfin, heureusement, il a l'air de s'être calmé maintenant. Justement, monsieur le directeur, dit le prêtre, je viens pour arrêter cette exécution. Madame Louganis, qui m'accompagne, m'a donné la preuve formelle que Sanders ne pouvait pas être l'assassin de Cécile Barton. Mais enfin, s'écrie le directeur, vous êtes fou, mon père. Non, enfin, je veux dire, cet homme a été jugé, condamné. Vous voudriez que j'arrête la sentence pour vous faire plaisir? Non, je suis désolé, mais c'est rigoureusement impossible.
Je me doutais bien que ma parole ne vous suffirait pas, monsieur le directeur. C'est pourquoi j'ai amené madame Louganis avec moi. Lorsque vous l'aurez entendu, il n'aurait plus qu'à libérer Sanders. Le prêtre se tourne vers Sylvia. Avec un regard bienveillant, il lui dit « Allez-y, mon enfant, libérez votre conscience. Vous verrez, ce ne sera pas si terrible. » Tout en rougissant comme une jeune fille, Sylvia se prépare à dire ce qu'elle a vu. Soudain, on entend un cri dans une cellule. « Hé, directeur, je veux voir le prêtre tout de suite !»« C'est Sanders, » dit le directeur. « Allons le voir. Si vous avez une révélation à faire, autant que ce soit devant lui. » Le directeur, le prêtre et Sylvia rejoignent donc la cellule de Sanders. À travers les barreaux, la vieille dame voit bientôt l'homme qu'on se prépare à exécuter injustement. Aucun doute, se dit Sylvia, ça n'est pas lui, ça n'est pas l'homme que j'ai vu dans la voiture taper sur la malheureuse Cécile. C'est drôle pourtant, il lui ressemble un peu. Non, mais le meurtrier avait l'air beaucoup plus jeune et surtout, il avait une épaisse chevelure noire. Sanders, lui, est complètement chaud. Sanders regarde Sylvia à travers les barreaux et dit « Alors la vieille, on vient voir mon exécution ?»« Ah, mais je savais pas qu'il y aurait des dames, sinon je me serais fait beau. Oh bah attendez, je vais m'arranger un petit peu. » Il se tourne vers son lavabo et met quelque chose sur sa tête. Sylvia croit d'abord qu'il s'agit d'un chapeau, mais lorsque Sanders se retourne, elle blêmit. Il vient d'enfiler une moumoute frisée et noire et lui sourit. Et maintenant, elle le reconnaît. Avec cette perruque sur la tête, c'est lui, c'est bien lui, l'assassin de Cécile. Eh ben, dites donc, lance Sanders. Ça a pas l'air de m'aller, cette perruque, hein? Ah, si vous voyez la tête que vous faites, ma petite dame. Alors, dit le directeur en se tournant vers Sylvia, vous aviez une révélation à nous faire, je crois? Mais, comme la vieille dame est incapable de répondre, le prêtre vient à son secours. Non, monsieur le directeur, je crois que madame Louganis s'est trompée. N'est-ce pas, ma fille? La vieille dame hoche la tête et s'éloigne à petits pas. Que les bruits de couloir de l'agence de publicité Bliss & Beckerfield donnent déjà comme lessivé, Harrison Fell a l'air bien gai ce matin-là. Hilda, sa secrétaire, a droit à un retentissant « Bonjour mon chou » et au sourire le plus éclatant de son patron. « Appelez-moi le grand chef », dit-il aussitôt après, « et demandez-lui de me recevoir tout de suite. Je vais déposer une vraie bombe sur ses genoux. Allons Hilda, pressons, pressons mon petit chou ». Hilda décroche le téléphone pour appeler la secrétaire de Bliss et lorsqu'elle informe son patron que Bliss l'attend de pied ferme, Harrison Fell bondit de son fauteuil comme d'un siège éjectable. Dans l'escalier qui sépare les deux étages, il perd cependant un petit peu de son exubérance. C'est un homme à la silhouette sportive, au costume taillé sur mesure, au teint bronzé été comme hiver et à l'ambition dévorante. Un mois plus tôt, il était encore une étoile étincelante au firmament de l'agence. Puis, Wilson Stark, chef de publicité de la société Haldwell, les grands fabricants de coffres-forts, avait demandé qu'on lui retire le dossier de leur nouvelle campagne publicitaire. Pour Harrison Fell, tout le monde était responsable de l'échec de cette campagne. Le rédacteur, un ivrogne. Le maquettiste, un fasciste. Le réalisateur de télévision, un drogué. Tout le monde, sauf lui. Mais Bliss, vieux renard de la publicité, a calmement désigné le seul et unique responsable du désastre, Harrison Fell. Et lorsque Fell entre dans son bureau, il ne prend même pas la peine de le saluer. « Je vous donne 5 minutes, Harrison, dit-il froidement. 5, pas une de plus. M'en faudra pas davantage, patron. Je tiens le remède miracle pour la Haldwell, tout simplement. » Vous l'avez déjà dit une fois, Harrison, fait sèchement Bliss. Oui, patron, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la meilleure idée publicitaire qu'on ait jamais conçue pour un coffre-fort. Vous connaissez le nouveau modèle que la Haldwell se prépare à lancer, n'est-ce pas? Le 801, celui-là même. Eh bien,
Nos autres idées étaient peut-être un peu minces, mais cette fois, j'en tiens une du feu de Dieu, patron. C'est une idée qui a du muscle. Attendez un peu que je vous l'expose. J'attends, Harrison, j'attends. D'un geste théâtral, Fell sort de sa poche une coupure de journal. Il la pose sur le bureau de Bliss et recule d'un pas, les bras croisés. Bliss voit la photo d'un homme aux cheveux clairsemés et aux grands yeux candides. « Qui c'est ce gars-là » demande-t-il. « C'est mon candidat pour le test publicitaire, patron. » Bliss se penche davantage vers la photo et lit à haute voix « Sammy Morrissey, alias Doigt Magique. » Dites donc, Harrison, est-ce que vous êtes en train de vous payer ma tête? Vous ne comptez tout de même pas faire participer ce voyou à une campagne publicitaire pour la Haldwell? Harrison fait l'éclat de rire. Mais où trouverions-nous un meilleur garant? C'est là que le bas blesse dans la campagne que nous menons actuellement, patron. Qui diable s'intéresse aux témoignages des clients satisfaits? Cet homme-là, par contre, est bien placé pour savoir si un coffre est vraiment à l'épreuve des cambriolages. Est-ce que vous vous rendez compte, Monsieur Bliss? C'est le plus fameux perceur de coffre-fort de la pègre. Vous parlez sérieusement, Harrison? Mais oui, patron, je parle sérieusement. Vous comprenez donc pas? Nous allons demander à Sammy de percer le 801 en public, avec les journalistes, la presse et tout, le grand jeu, quoi. Non, franchement, vous voyez mieux pour lancer une grande campagne publicitaire? Mais s'il est encore en prison, objecte Bliss. Mais non, plus maintenant, patron. On l'a libéré sur parole il y a plus d'1 an. Et depuis, il est resté bien sage, parfaitement honnête. Au fond, voyez-vous, c'est un peu une retraite forcée. Mais il a toujours le coup de main. Et si lui ne vient pas à bout du 801, personne ne le pourra. Bliss examine la photo d'un air songeur tout en lissant sa fine moustache. Lorsqu'il relève la tête, il y a dans ses yeux une lueur d'admiration réticente quand même. Ma foi, ça n'est pas une mauvaise idée. Non, soyez franc, patron. C'est le coup du siècle. Et Bliss tend la main vers le téléphone. Il est presque midi lorsque, quelques jours plus tard, Harrison Fell gare sa Jaguar devant le perron aux marches branlantes de l'immeuble vétuste où habite Sammy Morrissey. La logeuse, cigarette au bec et haleine avinée, le guide jusqu'au dernier étage où Sammy Morrissey vit peut-être dans l'honnêteté, mais sûrement dans la pauvreté. Fell est déçu en voyant Sammy. C'est un petit homme rabougri d'apparence inoffensive, aux yeux d'un bleu délavé et dénué de toute ruse. Non, il n'a vraiment pas l'air d'un maître de la cambriole. « Asseyez-vous » dit poliment Sammy Morrissey. « J'ai bien reçu votre lettre, monsieur Fell, mais je ne saisis pas vraiment. »« Alors, ça n'a rien de compliqué, » dit Harrison en prenant place sur l'unique chaise de la pièce. « Mon client, la société Haldwell, sort un nouveau modèle de coffre-fort qu'elle estime inviolable. Nous voudrions simplement que vous nous aidiez à prouver que c'est vrai. »« Oui, ça je comprends, » dit Sammy. « Mais c'est justement là le problème, voyez-vous. C'est pas à moi qu'il faut demander de percer un coffre. Moi, j'ai complètement arrêté ce genre d'activité, monsieur. » « Mais l'expérience n'a rien d'illégal, » le rassure Fell en souriant. « La police est dans le coup, tout est parfaitement en règle, voyez-vous. Nous pensons qu'un homme de votre réputation... » Sammy Morrissey allume nerveusement une cigarette. « J'essaie surtout de me faire oublier, monsieur Fell. » Harrison se rembrunit. Ça n'allait pas être simple. « Sammy, je peux vous appeler Sammy, n'est-ce pas? Bon, Sammy... Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un spot publicitaire? » »« Ah ben oui, bien sûr, monsieur, j'en vois tout le temps à la télé. »« Eh bien, Sammy, nous vous demandons tout simplement de participer à l'un de ces spots. Tout ce que vous aurez à faire, ce sera d'expliquer aux gens que vous avez essayé par tous les moyens de fracturer le 801 et que vous avez échoué. » Un coffre impossible à fracturer, ça n'existe pas, monsieur Fell. »« Comment ça, ça n'existe pas? » demande Harrison soudain inquiet. « Ben oui, c'est vrai, quoi. Avec du temps devant soi et de bons outils, on vient à bout de n'importe quel coffre.
De toute façon, ça ne m'intéresse pas, Monsieur Fell. J'ai complètement changé d'activité. Fell grince des dents. Écoutez, Sammy, écoutez-moi bien. Nous vous offrons $5 000, rien que pour essayer d'ouvrir le coffre en utilisant toutes les méthodes possibles et imaginables. Vous aurez 3 heures pour y arriver. Et il y aura un tas de spectateurs, des journalistes, des photographes, des huissiers. Le 801 n'est pas grand, mais il est doté d'un nouveau système d'alarme à minuterie, infaillible, d'après les techniciens de la Hardwell. Et ils sont tellement sûrs de leur affaire, Sammy, qu'ils vous lancent un véritable défi. Écoutez-moi bien. Ils enfermeront dans le coffre une enveloppe contenant 100 billets de $1000. Si vous parvenez à ouvrir le coffre en moins de 3 heures, les $100 000 seront à vous. Le regard bleu pâle de Sammy s'illumine. Vous rigolez, Monsieur Fell? $100 000? Parfaitement, Sammy. $100 000. Ce sera le plus gros coup de votre carrière et vous n'aurez pas les flics à vos trousses après l'opération. Avouez que c'est tentant. Ça, c'est sûr, fait Sammy. C'est tentant seulement. Oui, je sais, l'interrompt Harrison Fell d'un ton aigre. Vous avez changé totalement d'activité. Mais cette nouvelle activité est-elle aussi rentable que ma proposition, Sammy? Franchement, répondez. Ben non, admet Sammy, loin de là. Alors, vous hésitez encore? Sammy caresse d'un air pensif son front dégarni et finit par acquiescer. C'est d'accord, Monsieur Fell, j'accepte. Fantastique! C'est un plaisir de traiter avec vous, Sammy. Pareillement, Monsieur Fell, pareillement. Bredouille, le roi des perceurs de coffre-fort. L'expérience promotionnelle a un retentissement qui dépasse de loin les espérances d'Harrison. Les journalistes de 5 quotidiens nationaux, 9 journaux de province et 2 grandes agences de presse se présentent à l'usine de la société Hardwell pour l'opération Effraction. Côté représentation officielle, Harrison Fell doit se contenter d'un commissaire principal, mais celui-ci a amené avec lui 3 agents à forte carrure. Il y a aussi une trentaine de cadres de la Hardwell ainsi qu'une quinzaine de concurrents envieux. Bliss, le patron de Fell, trône sur l'estrade aux côtés de Wilson Stark, chef de publicité à la Hardwell, aussi rayonnant de fierté que si l'idée avait été de lui. On sert à boire en abondance et bientôt, l'ambiance est tout aussi joyeuse et bruyante qu'un réveillon de la Saint-Sylvestre. Seuls, Sammy et le 801, silencieux dans leur coin, attendant le moment du combat. Finalement, Harrison Fell, s'adjugeant le rôle de maître de cérémonie, grimpe sur une chaise pour attirer l'attention du public. Messieurs, s'il vous plaît, puis-je vous demander un peu de silence? Merci. Messieurs, je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux et je suis sûr que vous ne regretterez pas le déplacement. Permettez-moi de vous présenter sans plus tarder les invités d'honneur de la soirée. À ma droite, le Hardwell 801, 1250 kilos, champion du monde des coffres-forts. C'est lui. À ma gauche, Sammy Morisset, alias Doigt Magique, 51 kilos. C'est l'autre. C'est Sammy qui recueille le coup d'applaudissement et le commissaire lui-même s'y joint de bon cœur. Ravi de tenir la vedette, Harrison Fell enchaîne avec de grands gestes théâtraux. Ainsi que vous le savez tous, Sammy Morisset détient le record du monde, toute catégorie dans sa spécialité, l'ouverture des coffres-forts. Cependant, la société Hardwell est persuadée que le 801 résistera à Sammy. Elle en est même tellement convaincue qu'elle lance cet incroyable défi. Il sort alors de sa poche une grande enveloppe blanche. Cette enveloppe, messieurs, contient 100 billets de $1000. Je dis bien 100 billets de $1000. 100 000 $. Monsieur Gardy, voulez-vous, je vous prie, ouvrir la porte du coffre? Gardy, un gardien de la Hardwell, s'exécute. Et maintenant, monsieur Gardy, veuillez s'il vous plaît placer cette enveloppe à l'intérieur du 801. Gardy s'exécute une nouvelle fois. À présent, monsieur Gardy, il ne vous reste plus qu'à verrouiller le coffre et régler le mécanisme sur 9 heures.
D'un geste puissant, Gardy claque la porte en acier et tourne les boutons. « Messieurs, le sort en est jeté !» dit Harrison Fell à la foule silencieuse. « La société Hardwell, ici présente, met au défi le plus grand perceur de coffre-fort d'Amérique, l'honorable Sammy Morrissey, alias Doigt Magique, d'ouvrir le 801 avant minuit. En cas de succès, le contenu de ce coffre deviendra la propriété exclusive de M. Morrissey. Êtes-vous prêt, Sammy ?» La pomme d'Adam de Sammy s'agite comme affolée. « Je suis prêt, » dit-il dans un souffle. Harrison Fell se tourne à nouveau vers Gardy. « Monsieur Gardy, veuillez s'il vous plaît remettre à M. Morrissey les instruments qu'il a demandés et qu'il a lui-même vérifiés. » Gardy s'avance, poussant devant lui un long établi métallique chargé de toutes sortes d'outils. « Vous pouvez y aller, Sammy, » déclare Harrison Fell. « Et que le meilleur gagne !» Dans un silence étrange, presque inquiétant, Sammy s'approche du coffre et tourne lentement autour. Ses pieds étant chaussés d'espadrilles, il se déplace sans bruit, comme un chat guettant une souris. Solidement campé sur ses 4 pieds, semblable à des pattes d'éléphant, le 801 en métal gris a un air de défi, une allure belliqueuse, presque provocante. Sammy commence par tâter le coffre, le gratter, le tapoter, le caresser. Il règle l'éclairage des lampadaires, examine les portes, les gonds invisibles, les pennes, les rangées de chiffres minuscules. Puis, sans se presser, il va prendre sur l'établi une perceuse électrique et une pince Monseigneur démontable. Lorsqu'il branche la perceuse, le commissaire ricane, mais cela ne trouble pas Sammy qui applique la mèche contre l'angle supérieur gauche de la porte et met l'appareil en marche. L'assistant sursaute en entendant le crissement du foret contre l'acier. Puis la mèche se casse et Sammy regarde tristement son outil. Dans la salle, il y a quelques rires étouffés. Sammy choisit alors sur l'établi 2 instruments moins sophistiqués. Un pointeau en métal et un marteau de forgeron. Après quelques instants de réflexion, il les remet à leur place, visiblement dérouté par cet engin récalcitrant. Il saisit alors le chalumeau à acétylène. Pendant une demi-heure, la flamme blanche lèche la porte en acier laminé. Et lorsque Sammy renonce enfin, la porte présente une auréole de la taille d'une grande assiette, mais le coffre est toujours aussi hermétique. Il est déjà plus de 11 heures lorsque Harrison Fell, toujours souriant mais un peu nerveux, voit Sammy tendre la main vers la fiole de nitroglycérine. Il fait reculer jusqu'aux portes de la salle les spectateurs médusés. L'explosion fait vibrer les vitres de toutes les fenêtres du bâtiment, mais une fois la fumée dissipée, le 801 est toujours intact. Insolemment intact. Sammy se trouve maintenant dans une situation critique. Les mains tremblantes, le front dégoulinant de sueur, les yeux vitreux. Il écoute le bruit des cliquets à l'aide d'un stéthoscope. Les rires se font moins discrets. Sammy a ouvert des coffres en les perçant, en les fracturant, en les éventrant ou en les attaquant au chalumeau, mais jamais, jamais il n'a réussi à en ouvrir un, rien qu'au toucher. D'ailleurs, personne, à sa connaissance, n'a jamais réalisé pareil exploit. Quelques secondes avant l'heure, fatigué, vacillant comme un homme ivre, Sammy s'empare du marteau de forgeron, rassemble ce qui lui reste de force et abat la masse contre la porte dans un bang retentissant. Alors, épuisé, les épaules voûtées, il baisse la tête, l'air vaincu. Il est minuit. Le 801 a remporté le combat. L'ovation qui monte de la salle n'est pas destinée à l'inébranlable coffre, mais à Sammy. Les flics eux-mêmes applaudissent ce perdant qui, à leurs yeux, n'a pas démérité.
Fell se précipite pour serrer dans ses bras le petit malfrat. Les flashs crépitent, des journalistes se ruent vers les téléphones, on débouche des bouteilles de champagne. Sammy est fêté comme un héros. Puis Harrison Fell remonte sur sa chaise pour prononcer le discours de clôture, remercier tout le monde et remettre à Sammy Morrissey la part du perdant, c'est-à-dire 5 000 $ en espèces. « Merci », dit Sammy en prenant l'argent. « Vous savez, c'est un sacré coffre que vous avez là. » Le lendemain matin, la secrétaire d'Harrison Fell ne répond pas au joyeux « salut » de son patron. « Un message pour vous », dit-elle. « Wilson Stark vous demande de le rappeler immédiatement. » Harrison sourit modestement. « Encore des lauriers, soupire-t-il. Eh bien, appelez-le-moi, mon chou, ce cher Wilson Stark. » Hilda s'exécute, le visage impénétrable. En entendant Stark beugler comme un taureau blessé à l'autre bout du fil, Harrison considère le récepteur d'un air surpris. « Eh bien, Wilson, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je vais vous le dire, moi, ce qui ne va pas !» hurle Stark. « Ce matin, nous avons ouvert le coffre et nous avons regardé dedans. Et savez-vous ce que nous y avons trouvé? Une enveloppe. Une enveloppe contenant 100 bouts de papier vert, du papier, Fell. Vous entendez? Du papier. Du papier? Répète Harrison d'une voix étranglée. Mais et l'argent? Pas d'argent! Donne Stark, rien que du papier. Les 100 000 $ ont disparu, Fell. Et c'est vous le responsable! Mais voyons, mais ça n'est pas possible. J'ai mis moi-même l'argent dans le coffre. Harrison Fell s'affale dans son fauteuil, le front moite de sueur. Quelqu'un a dû échanger les enveloppes, murmure-t-il d'une voix blanche. La voix crépitante de Stark continue à déverser un flot d'invectives et de menaces, mais Harrison Fell ne l'écoute déjà plus. Sammy, dit-il dans un souffle, c'est Sammy. C'est Sammy. Il m'a pourtant assez répété qu'il avait changé d'activité. Ah, si seulement je l'avais écouté. Mais pourquoi diable ne l'ai-je pas écouté? Sammy, il s'est reconverti dans le métier de pickpocket.